Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Ouvrez grand vos oreilles, fermez les yeux, nous repartons ensemble pour Pic au vent. Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans le 13e chapitre de ce Super Flame Story. « 13 décembre. Andrew n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il voulait absolument retrouver Rico, mais Hartman et ses hommes refusaient de laisser l'homme à l'étrange porte quitter la maison. Il était trop important. « Ce corbeau est mon ami !»« Ce corbeau n'est pas une priorité nationale !» répondit une énième fois le colonel. « Je m'en fous, j'irai le récupérer moi-même s'il le faut. » Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Bennett, ne me forcez pas à vous attacher. Dans le salon, sur le canapé, était allongé le lieutenant Funk, une écharpe autour de son bras blessé. Il discutait avec l'inspecteur Bloom. « Vous trouvez pas que le colonel, il a un peu la même voix que le commissaire Tassier ?»« Non, je trouve pas, moi, » répondit Bloom. « Vous plaisantez, c'est son sosie vocal, » répondit Yubvig. « Je peux savoir de quoi vous parlez ?» demanda Tassier en s'incrustant dans la conversation. « On se demandait comment on allait faire pour quitter Pic au vent, » déclara l'inspecteur Bloom. « Pas vrai, Oswald ?»« Rien, ni personne, il doit quitter Pic au vent. »« Ouais, enfin, sauf nous !» s'exclama Alias. Tassier se contenta de fixer un instant le vieil homme. Le commissaire savait très bien que le seul moyen pour quitter ce village était de détruire la barrière magique. La discussion fut interrompue quand le petit Maxime déboula dans le salon en criant « Hudson va pas bien! Hudson va pas bien !» En effet, le sergent n'allait pas bien. Ce dernier, qui se reposait à l'étage, était en train de convulser et de baver abondamment. Tout le monde se précipita en haut. Andrew observa le policier avec attention. « Ça me fait penser au comportement qu'avaient les deux drogués. »« C'est effectivement ça, » déclara Alias en sortant de la poche de la veste de Hudson un petit sachet qui contenait un fond de poudre bleue. Agrafé au sachet se trouvait un petit mot de Boglov. « J'ai pris la liberté de rendre accro Hudson à cette merveilleuse poudre. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me faire signe. Avec ça, il devrait tenir 1 ou 2 jours sans devenir complètement dingue. La bise, Nicolas Boglov. » « Quel fumier !» s'exclama Tassier. « Je fais quoi, Andrew? Je lui en donne un peu ?» demanda Alias. L'homme à l'étrange porte soupira. « Eh bien, je crois que nous n'avons pas le choix. Donnez-lui-en le strict minimum. » « Entendu. » Alias plongea son index dans le sachet et déposa délicatement un peu de poudre bleue sur les lèvres du pauvre Hudson, qui finit progressivement par se calmer. « Et il m'en faut plus! Il m'en faut plus !» s'exclama ce dernier en bavant. « Non, ça ira, vous ne convulsez plus. En plus, vu la faible quantité dont nous disposons, on va devoir rationner. » répondit Alias. « Plutôt crever que de dealer avec Boglov sa satanée drogue. » Pendant ce temps, à Marmottin, au centre de commandement de la DPA, Phileas félicitait le soldat qui avait aperçu hier soir, à l'aide de ses jumelles, la fusée verte lancée par Anderson. « Messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour l'officier Powell. Grâce à lui, nous savons désormais que le groupe commando du colonel Hartman est parvenu à retrouver Bennett et DPA 001. Pour l'occasion, j'ai demandé à Jean-Charles, notre cuisinier, de nous faire un petit repas de fête. » Tous les hommes applaudirent. Je me permets également de féliciter le colonel Guinard qui a su gérer au mieux le protocole Centurion durant mon hospitalisation. Au fond de la pièce, le colonel ruminait. Il aurait bien aimé rester à la tête de la division, mais le retour de son supérieur dans la course l'avait remis à sa place de simple exécutant. Dès son retour, Phileas l'avait ridiculisé, rabaissant le protocole Centurion au niveau 1, expliquant à qui voulait bien l'entendre que le niveau 2 n'avait pas à être utilisé sur le territoire national. Il était même passé sur Marmottin FM, tôt dans la matinée, pour s'excuser du léger jusqu'au boutisme de ses hommes. Les cagoules noires des soldats avaient été retirées, les gens étaient de nouveau autorisés à quitter leur domicile et les contrôles d'identité avaient diminué. Seules les écoutes téléphoniques se poursuivaient, car discrètes et potentiellement utiles. Un détail avait cependant fait tiquer le colonel Guinard. En effet, Phileas avait ordonné que l'on cesse d'enquêter sur son éventuel empoisonnement et avait fait libérer la tenancière du cul sec. Déterminé à lever le voile sur ce curieux mystère, Guinard s'était rendu dans la tente dédiée aux écoutes. « Et dites-moi, sergent Rodriguez, vous n'auriez pas moyen de savoir qui est le médecin qui s'occupait de DPA 002 à l'hôpital ?» Le soldat du pôle renseignement technologique se mit à écrire sur son ordinateur. Au bout de quelques secondes, il obtint un nom. « C'est le docteur Masson, un généraliste de Marmottin qui apparemment file souvent un coup de main à l'hosto, monsieur. »
Excellent. Vous pouvez récupérer des infos sur ces patients par hasard? En théorie oui, mais il me faut l'accord de DPA 002 pour ça. Et voyez-vous, Rodriguez, je suis inquiet pour l'état de santé de DPA 002 et j'aimerais avoir ces infos le plus discrètement possible. Et vous voyez ce que je veux dire? Non, monsieur. Ne vous faites pas plus bête que vous l'êtes, Rodriguez. Le soldat soupira. Et qu'est-ce que j'y gagne? Si ça se sait, je peux avoir de gros ennuis. Je crois savoir que votre femme est enceinte et que le protocole Centurion vous force à rester ici plutôt qu'être à ses côtés. Vous êtes bien renseigné. Je fais attention à mes hommes, voyez-vous. Filez-moi ces infos et je vous promets que vous pourrez retrouver votre épouse le plus rapidement possible. Rodriguez soupira de nouveau, il tourna sa tête vers le cadre photo posé sur son bureau. Sur celui-ci, une photo du soldat, les bras autour du cou de son épouse. Bon, très bien, je vous file tout ça, mais je compte sur vous pour me faire rapatrier à Castel-les-Pins aussi vite que possible, entendu? Et bien évidemment, Rodriguez, je n'ai qu'une parole. Le soldat s'empara d'une clé USB vierge, récupéra le dossier médical de DPA 002 et donna la clé au colonel Guinard qui alla s'installer à son bureau. Le colonel ouvrit son ordinateur portable et commença à consulter le dossier médical de Phileas. C'est alors qu'il remarqua une note du docteur Masson. Hôpital de Marmottin, 12 décembre, Philippe Asselin, dit Phileas, dit DPA 002, anévrisme probable, prévoir un autre IRM. Probabilité d'empoisonnement nulle, patient rétabli en fin de journée. Le colonel afficha un sourire machiavélique. À Pic-au-Vent, alias Wooden et le colonel Hartmann faisaient le point sur la situation. Et donc c'est à ce moment que vous êtes tombé sur le gamin. Ouais, on s'est fait avoir comme des bleus, on pensait avoir affaire à un père de famille et son fils. En même temps, ça aurait dû nous surprendre de tomber sur les seuls survivants à des kilomètres à la ronde. C'est quoi le plan pour quitter Pic-au-Vent? Bonne question. On a constaté à nos dépens qu'une barrière magique mortelle était déployée sur toute la zone. Oui, c'est le vieux Oswald qui l'a mise en place. Vous parlez du vieux taré qui a une barbe de 4 km de long et qui est pas foutu d'aligner 3 mots, c'est ça? Oui, c'est un ancien propriétaire de porte, d'après Rico. Et Rico, c'est le piaf. Vous avez toutes les infos. La discussion fut interrompue par Yupvig. Colonel, il y a un homme qui rôde pas très loin de la maison. Demande à Antoine de l'abattre avec un silencieux. Négatif, c'est pas un prisonnier. Pardon? C'est pas un prisonnier et il a un corbeau sur la tête. C'est sans doute Rico, déclara Alias. Il faut récupérer cet homme. Sitôt dit, sitôt fait. Le colonel Hartmann envoya Yupvig et le sergent Antoine réceptionner l'homme. Andrew et Bloom voulurent suivre le mouvement, mais le colonel Hartmann leur opposa un refus catégorique. Quelques minutes passèrent et le groupe fit son retour. S'offrit alors, aux yeux de la petite équipe, un homme enveloppé et chaudement habillé. Sur sa tête se trouvait Rico, le corbeau. « Rico !» s'exclama Andrew en se précipitant vers son ami à plume. « Calmos, Andrew, je vous amène un pote à moi. »« On a cru que tu avais été enlevé par Boglov. »« Non, j'ai repéré ce gars qui traînait dans le quartier pas loin de la maison de Wallace. J'ai passé un peu de temps avec lui. Comme ça grouillait de prisonniers pas loin, on a attendu le lendemain pour se barrer. Vu qu'on savait pas trop où vous étiez, on a pas mal galéré. Pas vrai, monsieur Bréau ?» L'homme qu'accompagnait Rico, c'était le commissaire Bréau. Lorsqu'il pénétra dans la pièce, le commissaire Tassier le reconnut immédiatement. « Bréau, nom de Dieu, je te croyais mort. »« Salut, Philippe. »« Mais bon sang, mais par quel miracle t'es encore de ce monde, mon vieux ?»« Ça, c'est une longue histoire. Je dois une fière chandelle au corbeau qui parle. Nom de Dieu, ce que j'ai flippé quand il s'est mis à parler, celui-là. Je croyais avoir viré Doudingue. »« Oui, ça fait un peu le même effet à tout le monde, » commenta Andrew. La petite équipe se rendit dans la cuisine pour écouter le récit du commissaire Bréau. Tout a commencé aux alentours du 2 décembre. On était au poste avec les gars, puis il y a eu une sorte de coupure d'électricité qui a duré quelques secondes. Quand le jus est revenu, on n'arrivait plus à joindre l'extérieur de la ville et on s'est rendu compte qu'il y avait eu une mutinerie au sein de la prison des Roches. On s'y est précipité en catastrophe avec les gars, mais ils se sont presque tous fait buter. Par miracle, avec 2 collègues, Sanders et Rickman, on a pu survivre en se planquant sous des bagnoles. Des dizaines de prisonniers nous sont passés sous le nez, précédés par une créature immonde. « Mère faucheuse !» s'exclama Oswald. « Hein ?» ?»« Fais pas gaffe à lui, continue, » déclara Tassier. Bref, avec Sanders et Rickman, on a décidé de se barrer dès que la voie était libre. D'autant que les prisonniers étaient armés, ils ont dû vider l'armurerie de la prison avant de foncer vider celle du commissariat. Même s'il ne restait plus grand monde, ils ont fait un carnage. On y est allé après leur départ, tous les collègues étaient morts.
Comme on n'arrivait pas à joindre qui que ce soit en dehors de Pic-au-Vent, avec Sanders et Rickman, on a voulu quitter le village discrètement pour nous rendre à Marmotta chercher de l'aide. Mais quand on a commencé à s'éloigner de la lisière de Pic-au-Vent... Sanders et Rickman ont subitement perdu la vie, déclara Alias. Ouais, d'abord ça a été Rickman, puis Sanders. Ça m'a fait déduire qu'il y avait une sorte de périmètre infranchissable. Alors j'ai rebroussé mon chemin et je me suis terré comme un rat, allant de maison abandonnée en maison abandonnée, cherchant des survivants. Que des cadavres, partout, tout le temps. Ça a dû être horrible, commenta Andrew. Bah ouais, Pic-au-Vent est un petit village sans histoire. Le pire crime auquel on avait dû faire face jusqu'alors, c'était l'évasion d'un prisonnier lors d'une promenade. On avait retrouvé ce con en moins de 2 heures. Dis-moi, Bréau, on a retrouvé le cadavre d'un de tes gars, un certain Timothy Wallace. Il s'est fait bouffer par une bestiole? Non, il m'a tiré dessus et s'est suicidé dans les jours qui ont suivi, répondit l'inspecteur Bloom. Laissez-moi deviner, c'était lui le fameux gars de la vidéosurveillance. Tout juste, répondit Alias. Il était nouveau au poste. Très discret, ça faisait moins d'1 mois qu'il était là. Pas très bavard, il faisait pas de vagues. Il avait de la famille? Demanda le chef de la DPA. Non, pas que je sache. Je sais juste qu'il était pas mal préoccupé par la prison et ses activités, mais je pensais qu'il était juste soucieux de bien faire en cas d'évasion. Bah moi je pense qu'il était surtout soucieux de faire en sorte qu'il s'en produise une plutôt, répondit Bloom. Bref, l'oiseau qui parle. Rico. Ouais, bah si Rico il m'a conduit jusqu'à vous, c'est aussi parce que je détiens une information qui est capitale sur la suite des événements. Il y a quelques jours, j'étais dans une maison qui a été investie par des prisonniers qui roulent pour un certain Nicolas Boglov. Ça vous dit un truc? Oui, plutôt, répondit Andrew. Comme j'étais à l'étage, les prisonniers ne m'ont pas remarqué. Je me suis planqué sous un plumard et je les ai entendus parler. Ils cherchaient du sel. Du sel? demanda Bloom. Ouais, du sel. Ils faisaient le tour de toutes les baraques pour récupérer du sel. Ils en avaient des brouettes entières. Pourquoi diable Boglov aurait-il besoin de sel? demanda Alias. Justement, apparemment, d'après un des prisonniers que j'ai entendu causer, ça va les aider à quitter Pic-au-Vent. Soudain, en entendant ces mots, Oswald se mit à se taper la tête contre le mur avec violence. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent.